le 24 janvier 1974 que le président de la République Faure Eswazimna Gnazingbe a pris part à la cérémonie de circonstances organisée simultanément dans toutes les régions du pays. Dans sa tournée d'échange avec les acteurs du monde éducatif, le ministre Tchak Pelé est arrivé dans les plateaux. Ensemble avec le corps enseignant, les apprenants et leurs parents, ils ont évoqué les conditions pour une éducation de qualité au Togo. Et puis les nouveaux dirigeants de la Jeune Chambre internationale Togo et leurs projets à réaliser ont été présentés hier au public. Une tradition respectée lors de la rentrée solennelle. C'était les principales articulations de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Je vous le disais en titre, aujourd'hui 24 janvier, les Togolais se souviennent de l'attentat de Sarakawa en 1974. 42 ans déjà que feu président Gnazingbe Eyadema sortait miraculeusement indemne du crash de son avion. Un acte manqué des commanditaires dont les Togolais se rappellent ce dimanche. À Sarakawa, c'est au lieu même du crash de l'avion en 1974, devenu un mémorial qu'a été organisé ce dimanche une cérémonie de souvenir. Une cérémonie à laquelle a pris part le chef de l'État Faure Eswazimna Gnazingbe. Je vous laisse découvrir l'ambiance qui a régné ce matin même donc à Sarakawa. C'était donc là quelques images et quelques séquences de la cérémonie de souvenirs organisée donc cet après-midi à Sarakawa. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et notez également que des manifestations ont été organisées à Lomé aussi. Cet après-midi, c'est à la place du 23 septembre qu'autorités politiques, civiles et militaires se sont retrouvés pour rendre hommage aux héros qui ont péri dans cet attentat. Pierre Soussoukou. Un hommage rendu à tous ceux qui ont laissé leur vie dans l'attentat de Sarakawa il y a 42 ans. Et puisqu'ils sont morts pour la patrie, la nation leur témoigne une fois encore sa reconnaissance en ce 24 janvier, date mémorable. Et c'est le colonel Damram Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui va sacrifier à la tradition celle du dépôt de gerbes.
acteurs de la vie nationale, tous ont répondu présent à la cérémonie commémorative. Ensemble, ils se sont inclinés devant la mémoire des illustres disparus, comme pour dire que l'œuvre amorcée par ces derniers ne restera pas vaine. L'attentat de Sarakawa annonce la nationalisation de la compagnie togolaise des mines du Bénin, l'actuelle SNPT, la Société Nouvelle des Phosphates du Togo. Dès lors, le Togo va plus que jamais s'affirmer soucieux de son indépendance économique. Et dans la matinée, au camp Nyazingbe et Adema de Lomé, ce sont des offices religieux qui ont été dits pour le repos de l'âme des martyrs, victimes donc de cet attentat. Les officiants de la messe catholique, du culte protestant et de la prière musulmane ont appelé les fidèles à œuvrer pour la paix et l'unité nationale. Le compte rendu avec Arnaud Kilio. Les forces de défense et de sécurité réunies pour prier pour le repos éternel des martyrs tombés à Sarakawa le 24 janvier 1914. La messe catholique est célébrée par l'aumônier des forces armées togolaises, le père Joseph Diokbe. Il a dans son homélie tiré de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 30, expliqué l'interdépendance des hommes dans la cité. Quelle que soit notre langue, notre ethnie ou notre situation sociale, c'est le même et unique esprit qui nous anime tous. C'est autour du même Christ, la parole de Dieu fait chair, que nous nous réunissons. Au fait, Saint Paul s'adressait à des chrétiens divisés. Ces divisions sont un contre-témoignage pour l'Église de Jésus-Christ. Il est de notre fierté de dire, à raison, que le général Eyadema est le grand bâtisseur de notre armée et de nos forces de sécurité, appelé à être garante de l'unité et de la cohésion nationale. C'est bien vrai, une vérité incontournable. Mais comme je le disais, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de nous interroger, chacun à son niveau et au rang qu'il occupe, de savoir s'il est véritablement dans la dynamique de cet idéal. S'inspirant des mêmes passages bibliques, la pasteure Doyawa Marie-Josée de l'église évangélique presbytérienne du Togo a quant à elle édifié l'assistance sur les enseignements de Saint Paul concernant la complémentarité qui existe entre les différents éléments du corps humain. Illustration faite pour inviter les fidèles à préserver la paix et l'unité nationale. La poursuite de la bataille pour la paix, la sécurité dans la nation, à laquelle exhortait le feu général Nyasingbe Eyadema, ne peut jamais se faire dans les bagarres ni les disputes, surtout au sein du corps habillé. Je vous exhorte donc, frères, à faire usage de vos droits et devoirs dans l'exercice quotidien de votre mission, là où vous êtes placés, et servez avec amour. La prière musulmane a débuté avec la lecture du Saint-Coran. Dans sa prière, l'imam Idriss Aboudraman a souligné l'importance de la commémoration du 24 janvier par les Togolais. Selon lui, Sarakawa est un miracle pour démontrer qu'Allah est miséricordieux et mérite louange et adoration. Changeons nos comportements en nous aimant et en nous acceptant les uns les autres, car c'est ensemble, dans la diversité de nos composantes socio-culturelles et religieuses, que nous bâtirons la cité commune. Pardonnons-nous les uns les autres pour qu'Allah nous pardonne tous. Tous les officiants ont prié pour le chef de l'État et toutes les autorités du pays pour que Dieu les protège et les éclaire dans la gestion des affaires de l'État. Ils ont aussi prié pour la paix, la quiétude et la sécurité pour tous les citoyens.
Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de la cérémonie, de cette cérémonie de souvenir, la 42e souvenir donc de l'attentat de Sarakawa. La suite de cette édition, le ministre des Enseignements primaires et secondaires poursuit sa tournée d'échange avec les acteurs de l'éducation du pays. Dans son périple, Malamoué Tchakwili est arrivé dans la région des Plateaux. Comme pour partout ailleurs où il est déjà passé, il a appelé les enseignants, les élèves et leurs parents à œuvrer en synergie pour une éducation de qualité au Togo. D'Atakwame, la correspondance de Yves Agbévivi. C'est une rencontre avec les enseignants qui a eu la particularité de toucher les zones rurales les plus reculées de la région des Plateaux. De Itozuba, situé à 47 km au sud de Zobégan, à Machatom, localité située à 80 km au nord-est d'Elavagno, en passant par Atakwame et la localité de Zobégan, le ministre Malamoué Tchakwili de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle, après avoir félicité les éducateurs pour avoir effectué une reprise des cours sans difficulté, les a appelés à faire chemin avec le gouvernement dans ses efforts de redressement du système éducatif togolais, sans oublier de leur faire comprendre l'intérêt que porte le chef de l'État à tous les enseignants en particulier et de tous les Togolais en général. Du point de vue du gouvernement et du chef de l'État, aucune localité du peuple togolais, aucun enseignant, aucun élève ne doit se sentir abandonné. Tous ont droit à la même attention et à la même sollicitude. Le ministre n'a pas occulté la question du genre dans l'éducation à l'endroit des populations. Il les a appelés à une prise de conscience. Un appel à tous pour que nous travaillons ensemble. C'est à terme faire de notre pays un pays modèle en matière du genre et du respect de la promotion de la femme. C'est la première fois que le ministre rencontre les enseignants dans ces zones rurales. Il a été honoré par les enseignants soutenus par les populations et les représentants locaux à chaque étape. L'ONG Structure pour un développement endogène durable, SADED, travaille avec les paysans de 7 villages du canton de Nandjoudi dans 5 AC Sud sur le système vétiver, un mécanisme de lutte contre l'érosion et qui participe à la restauration des sols et leur fertilisation. Avec le soutien du Fonds mondial pour l'environnement, les résultats sont atteints et l'heure est au bilan. Désiré Aloy. Pour trouver des palliatifs au chapelet de problèmes et contribuer à la lutte contre la dégradation des ressources naturelles, dont le maintien et l'amélioration de la qualité permet une agriculture durable, de multiples efforts sont menés. Face donc au changement climatique et dans le souci de reconvertir les sols, l'ONG SADED, structure d'appui pour un développement endogène durable, a proposé le système vétiver. Depuis 2 ans, l'expérience est concluante sur le terrain. Il est question donc aujourd'hui de présenter et partager les expériences des pratiques agricoles forgées par la coopérative Badouman à Nadjoundi dans 5 ans sud. Coût total du projet 21 285 000 francs CFA avec le soutien de FEM, Fonds mondial pour l'environnement. On a vu la façon dont l'eau circulait dans nos champs. Aujourd'hui, ça n'a pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, si tu as rentré dans nos champs, parmi dans les champs où on a répliqué les vétivers, vous allez voir que les ordures, si les ordures passent au niveau des vétivers, ça se bloque. Comme ça se bloque, ça nous montre déjà que l'engrais là ne veut pas aller au bas-fond. C'est ça que nous sommes vraiment très 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 contents. Nous, on avait dit qu'on va faire 128 hectares, mais nous comptons aujourd'hui, ce qu'on a fait, ça dépasse 150 hectares. Mais les années à venir, je pense que ça serait 2 milliers de hectares qu'on va faire. Nous sommes dans une région où les sols sont épuisés, les sols sont lessivés et les sols n'ont plus de fertilité nécessaire pour assurer une bonne production agricole. Et donc pour cela, les engrais chimiques ne jouent pas efficacement leur rôle. Donc il faut d'abord conserver le sol, maintenir la terre sur place et apporter de l'engrais pour que la production soit bonne. L'utilisation du vétiver, qui est une herbe très efficace dans le domaine de la conservation des sols.
Et c'est pour cela que nous avons testé d'abord l'efficacité du vétiver en matière de conservation des sols dans le centre d'expérimentation de SADED. Et lorsque les résultats ont été concluants, nous avons voulu transférer cette technologie au niveau des communautés pour qu'ils puissent l'appliquer et pouvoir mieux produire en matière d'agriculture. 511 membres de la coopérative Badouman de 7 villages animent le projet. Le système vétiver est un exemple réussi à vulgariser. La conservation des sols devient urgente et des stratégies aujourd'hui permettent aux acteurs de reconvertir les sols pour une agriculture durable. Le 6e objectif de développement durable adopté par les Nations Unies prévoit l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. Au Togo, dans la préfecture de Blita, l'Union européenne et l'ONG Plan International ont financé un projet de 1,8 milliard de francs CFA pour la construction de forages et de latrines. Et à ce jour, 120 forages et 1900 latrines familiales ont été réalisés. Le point avec la marque Bojona. Entre 2011 et 2015, 90 nouveaux forages ont été construits et 30 autres réhabilités dans le contexte du projet Promotion des droits de l'enfant à l'eau potable et à la santé environnementale dans la préfecture de Blita. Ce projet a permis à ce jour la réception de 120 forages à motricité humaine, 1900 latrines familiales et 75 blocs de latrines dans les écoles et centres de santé. En termes d'effet et d'impact, par rapport à la composante eau, c'est le rapprochement de l'ouvrage par rapport à la communauté. La communauté fait moins de 250 mètres pour avoir accès à l'eau. Et ce gain d'un temps par rapport à la jeune fille la permet d'aller à l'école et par rapport à la femme en milieu rural, d'avoir plus de temps et de s'occuper de ces activités génératrices de revenus. Au niveau de la composante assainissement, c'est les bonnes pratiques, les réflexes que les élèves, les enfants ont et leurs familles pour aller se laver les mains. Avant, on allait dans les rivières puiser de l'eau. On tombe malade avec nos enfants. Maintenant, on nous a donné le forage. On a trouvé une bonne eau, une eau potable. On boit. Maintenant, il n'y a plus de maladies. Maintenant, si on s'en va dans la rivière puiser l'eau, c'est pour venir faire des briques. Pour la pérennité de ces ouvrages et des bonnes pratiques d'hygiène, près de 3000 membres de comités eau et comités scolaires ont été formés. Le projet Promotion des droits de l'enfant à l'eau potable et à la santé environnementale dans la préfecture de Blita, d'un montant de 1,8 milliard de francs CFA, est financé à hauteur de 115% par l'Union européenne et 25% par Plan International Togo. Le 26e sommet de l'Union africaine se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Les travaux sont dirigés par la présidente de la commission, Nkosazana Dlamini Zuma. À l'ordre du jour, le bilan des activités menées en 2015, les droits de l'homme, les objectifs de développement durable, la COP21 et surtout les actions menées en faveur des femmes. L'Union africaine a lancé les travaux de son 26e sommet à Addis Abeba en Éthiopie. La présidente de la commission de l'UA, la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma, a présidé les travaux de la 31e session ordinaire du comité des représentants permanents. Dans son allocution, elle a fait le bilan de l'exercice 2015, notamment sur le rôle et la place de la femme dans le développement du continent. En 2015, nous avons mis l'accent sur l'émancipation des filles et des femmes comme un facteur important de développement, une condition préalable à la réalisation de l'agenda 2063. Sur tout le continent, nous nous sommes concentrés sur l'autonomisation économique des femmes, l'accès à l'éducation, les compétences et la santé. Sur la question de l'intégration africaine, en plus du lancement des négociations sur la zone de libre-échange, les commissions économiques régionales ont également pris des mesures importantes en matière d'intégration, notamment la libre circulation des personnes dans les marchés régionaux et le développement des infrastructures régionales. L'Union africaine a une mission d'intégration socio-économique des Africains. La promotion de la stabilité politique et le maintien de la paix occupent également des places de choix dans les préoccupations des autorités de l'UA, qui appelle ses pays membres à promouvoir la démocratie, la paix et la tolérance en 2016, année des droits de l'homme sur le continent. Is our declaration of 2016 as the year of human rights
Nous avons déclaré 2016 année des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits des femmes. Les prochaines élections en 2016 et la résolution des conflits dans le contexte de notre charte sur la démocratie, la gouvernance et les élections doivent nous inciter à renforcer la culture de la démocratie, la paix, la sécurité et les droits de l'homme sur le continent. En 2015, l'Union africaine a participé à l'élaboration des objectifs de développement durable, mais aussi à l'accord sur le climat à la COP21. La session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendra les 27 et 28 janvier 2016. La 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement est prévue les 30 et 31 janvier 2016 dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Au Togo, la Jeune Chambre internationale a effectué hier samedi sa rentrée solennelle pour le compte de cette année 2016. Une cérémonie annuelle qui vise à présenter aux autorités publiques et aux partenaires de nouveaux dirigeants ainsi que des projets et activités à réaliser au cours de l'année. Le compte rendu de cette rentrée solennelle avec Augustin Kossi et Rachel Aoukou. Un peu plus d'un mois après le renouvellement de ses instances dirigeantes, la Jeune Chambre internationale JCI Togo présente officiellement ses nouveaux dirigeants aux autorités et partenaires. À cette rentrée solennelle, past présidentes nationaux, sénateurs et Jeune Chambre internationale amis ont été conviés. Le nouveau porte-flambeau de la JCI Togo s'est réjoui de la confiance placée en lui avant de réaffirmer son engagement à œuvrer pour l'épanouissement de l'association. Pour cet événement, il est question de présenter aux autorités, de présenter aux partenaires, mais aussi de représenter aux membres les différents dirigeants qui vont occuper les postes de responsabilité de 2016, mais aussi nos projets et actions au cours de ce mandat 2016. Et je précise que ce mandat est placé sous le thème « Pour la nation, actons l'impact » et c'est pour nous important que nous puissions nous inscrire dans une démarche d'accompagnement des autorités nationales, politiques et administratives, mais aussi d'être aux côtés de la communauté, puisque le service à la communauté est notre élément de base. Le thème de l'année s'y prête bien. Le plan d'action annuel des différentes organisations de la JCI Togo a été dévoilé. Un programme décliné en plusieurs projets axés sur les objectifs du développement durable. Du plan d'action ou du plan stratégique qui a été adopté, voudrait que le membre puisse vraiment s'impliquer dans sa communauté. Et nous avons voulu l'interpeller par rapport à la nation togolaise, par rapport à l'impact qu'il doit produire au sein de cette nation et dans les communautés qui composent cette nation-là. C'est pour nous un devoir d'être aux côtés des autorités, de les accompagner et de faire en sorte que les objectifs qui sont fixés sur le plan national puissent se réaliser également. Pour atteindre ces objectifs, déjà, un accord de partenariat est signé entre la JCI et le comité de développement du quartier d'Aguelo-Gopé. La Jeune Chambre internationale est une association destinée à offrir aux jeunes gens des opportunités de développement à travers leur formation en leadership. Et pendant que les membres de la JCI actent l'impact pour la nation, les agents de l'Office togolais des recettes migrent vers une douane numérique pour un engagement progressif. Thème retenu cette année pour la célébration le 26 janvier prochain de la Journée internationale des douanes. Et pour annoncer les couleurs, le personnel de l'OTR a organisé et participé à une marche sportive hier dans les grandes villes du pays. L'étape de Daban avec la correspondance sur place de Désiré Aloy. Partie des bureaux de l'Office togolais de recettes OTR, subdivision douanière région des Savanes à Worgou, la course populaire a mobilisé les agents de l'OTR, les forces de sécurité et les contribuables. Un sport collectif à travers les artères de la ville de Dapan. Une initiative pour cadrer avec la journée mondiale de la douane. L'Office togolais de recettes, par cette journée, entend être plus proche des populations et ensemble contribuer à œuvrer à bâtir le Togo. Pour l'OTR, c'est la journée internationale mondiale des douanes le 26. Donc, en prélude à cette journée, l'OTR a organisé ce sport de masse pour
montrer l'importance du sport dans la vie de ces agents, dans la vie des individus. À part ça, c'est pour montrer l'importance, l'efficacité de l'auteur dans l'administration togolaise en ce qui concerne l'économie, les avantages. Ça permet de sensibiliser la population à travers le sport-là à connaître l'Office togolais de recettes l'auteur. Ce sport de masse a eu pour point de chute le point de départ, la subdivision douanière de Ouagadougou. Œuvrer à l'édification d'une Afrique digne à travers l'éducation de la jeunesse sur la valorisation de la culture africaine. C'est la mission qui est assignée à la jeune association culturelle Médéwa, rendue publique hier à l'Institut français de Lomé. Viviane Souvi, Rachel Aoko. Médéwa, un nouveau concept derrière lequel se cachent les valeurs de tolérance, de fierté et de dignité. L'idée, c'est de conscientiser la jeunesse sur les vraies valeurs et richesses africaines. Conscientiser, mais aussi sensibiliser sur les cultures et traditions qui fondent l'Afrique. S'il est vrai que la civilisation occidentale prend aujourd'hui le dessus, le concept Médéwa s'engage à œuvrer pour un retour aux valeurs traditionnelles. Médéwa va d'abord apporter de l'éducation, faire comprendre à nos frères togolais, d'ailleurs africains, que l'Afrique est belle, que l'Afrique vaut la peine d'être valorisée, que l'Afrique doit se vendre, que l'Afrique doit se vendre cher. Au-delà des mots fiers d'être africains, nous voulons que ces mots soient intégrés dans nos habitudes, que nous soyons conscients que ces mots de la valeur, que l'Africain a de la valeur. Nous organiserons des rencontres où nous permettrons aux artisans de tous les domaines qu'ils soient de montrer ce qu'ils font. En dehors de ça, nous ferons un travail d'éducation aussi. Parce que l'Afrique, c'est aussi les connaissances africaines, c'est aussi tous ces intellectuels africains-là qui travaillent, mais que peut-être aujourd'hui, nous ne connaissons pas. L'événement s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la culture africaine décrétée par l'UNESCO. Cette jeune organisation dénommée Médéwa et qui est soutenue par le ministère de la Culture veut ainsi contribuer au développement de l'Afrique en intégrant les valeurs culturelles au premier plan. Et au nombre de ces richesses culturelles dont regorge l'Afrique, on note la sculpture. Et justement, direction maintenant le village artisanal de Lomé à la découverte des artistes qui font preuve d'une grande créativité, même si l'écoulement de leurs produits demeure un réel défi. C'est un dossier réalisé par les étudiants de l'ISICA. Créé en août 1979 par décret présidentiel, le village artisanal de Lomé abrite depuis des décennies une diversité d'art et la sculpture y figure en bonne place. Pour avoir le produit fini dans ce domaine, le sculpteur allie imagination, créativité, originalité et finesse. La beauté est au bout de tout le processus, un véritable parcours de combattant. Le choix du bois dépend de la forme et de la taille de l'œuvre que l'on veut créer. Si c'est une œuvre de grande taille, nous cherchons de gros bois. Et selon nos inspirations, nous prenons les mesures. Par exemple, 10 cm, 20 cm, 1 mètre. Et nous utilisons souvent l'ébène, qui est le bois de qualité. Ensuite, l'acacia, l'iroko, du teck, l'indé, acajou et proso également. La sculpture est toujours jolie et splendide, mais le travail qui la précède est assez dur. Aujourd'hui, le marché des arts est quasi vide, tant au village artisanal de Lomé qu'au lieu d'exposition des œuvres d'art du grand marché de Lomé. Les vacances sont depuis finies et les touristes, principaux clients, sont repartis. Commence alors la période des vaches maigres pour le sculpteur. Franchement, maintenant, c'est petit, franchement, tout rien ne marche. Il n'y a plus de touristes à Lomé. Avant, les Américains, les Espagnols venaient, mais maintenant, les choses n'évoluent plus. Depuis le matin, nous sommes là. Il est maintenant 14 h, mais nous n'avons aucun client. Toutes ces œuvres sont faites de nos mains. Une pièce peut nous prendre 2 jours ou une journée tout entière. On passe même des mois sans vendre. Ceux qui connaissent la valeur de l'art achètent sans rechigner. Au même moment, certains viennent pour payer à vil prix. Malgré cette situation, d'autres affirment vivre des œuvres de leurs mains. Avant, les affaires marchaient bien. Les Blancs venaient nombreux pour les achats.
Aujourd'hui, les choses ne sont plus comme avant, mais en réalité, le métier d'art n'est pas un métier avilissant, il est plutôt rentable. Je préfère venir au village artisanal de Lomé pour payer les objets d'art faits localement et à la main. C'est une façon pour moi de contribuer à l'économie du pays. La vente des œuvres d'art est saisonnière. Entre le village artisanal et le marché des œuvres d'art du grand marché de Lomé, de bonnes affaires se font. Même si beaucoup ne s'intéressent pas à la sculpture, le métier est noble et visiblement prometteur. La vie en noir et blanc, un film ivoirien, était en projection sur grand écran hier soir au Grand Rex de Lomé. Une réalisation de la comédienne Marie-Louise Asseux qui fait référence aux scènes quotidiennes de la société et qui, au-delà, représente un cri de cœur pour remettre le cinéma africain sur les rails. Viviane Nsouvi et Arnaud Kidou nous emmènent à la découverte de l'œuvre. La vie en noir et blanc, un film ivoirien qui promeut la valorisation de la culture africaine à travers les scènes de la vie quotidienne. Jalousie, tromperie, escroquerie, adultère, le tout dans une atmosphère comique pour corriger les mœurs avec le rire. Vouloir vivre au-dessus de ses moyens, c'est vrai que ça nécessite tout ce que nous avons vu ce soir, donc la malhonnêteté, l'escroquerie, le proxénétisme et tout, et ce ne sont pas des choses à conseiller de nos jours et même dans le temps passé, encore moins pour le futur, à qui que ce soit. Donc il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités et savoir que Dieu donne à chacun ce qui est bon pour lui. Acteurs, producteurs, réalisateurs et amoureux du cinéma ont apprécié le film. Pour eux, le 7e art africain mérite beaucoup de soutien pour répondre aux enjeux mondiaux. On a eu à voir un film très intéressant du point de vue technique et artistique. La démarche est un peu avant-gardiste dans le traitement de l'histoire. Et il faut dire que ça relate nos réalités matrimoniales, donc on a pris plaisir à suivre ce film. Et je crois que c'est un film qu'on peut quand même projeter dans tous les ménages, histoire de pouvoir faire un tout petit peu des remue par rapport à ce qui marche et ce qui ne marche pas. Cette soirée a été vraiment fantastique et on aimerait avoir des soirées comme ça pour que le cinéma africain aille de l'avant et pour que les jeunes s'intéressent à ce métier, qui est vraiment un métier. Cette tournée de promotion du film La vie en noir et blanc s'étendra aux autres villes du pays. Après Lomé, Sokodé, Kara et Anéro vont vivre cette ambiance cinématographique. Et c'est justement sur cette ambiance cinématographique que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.